la douleur crie et que le silence répond, une voix refuse parfois de se taire. Dans un monde où les problèmes persistent, un homme a décidé de parler. Capture Média donne la parole à ceux qu'on n'écoute pas. Quand certains médias parlent de divertissement, lui, il confronte. Alors une question. Pourquoi faut-il avoir du courage pour dire la vérité? Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas juste une interview, mais un débat. Restez branchés. Ça commence juste après le générique. Alors, bienvenue monsieur sur notre plateau. Merci, merci beaucoup, Joyce. Ça va bien? Je vais super bien et vous? Oh, ça va, c'est parfait. Ok. Dites-moi, comment vous vous sentez ce soir sur Plus Découverte, bien sûr? Bon, sur plus découverte, je me sens de plus en plus bien, puisque c'est plus découverte. Et donc, ça va. Dites-moi, qui est réellement monsieur Amimavo derrière les caméras? Alors, derrière les caméras, Roger Mavo, c'est un homme simple, un citoyen comme monsieur tout le monde. La preuve, je n'ai pas de difficulté à me mélanger à la masse. Donc, je suis tout simplement moi-même, quoi. C'est derrière les caméras, je suis comme je peux même faire aussi les choses que font les enfants. Je peux m'amuser dans des ambiances bon enfant. C'est celui qui l'est derrière les caméras, en dehors de sa casquette de journaliste. Voilà. C'est monsieur tout le monde, Super. tout simplement. Alors, dites-moi, comment est né Capture Média? Capture Média est né d'un constat simple. Alors, pour comprendre la naissance de Capture Média, il faut remonter un peu dans le temps. Et dans le temps, je dirais que j'avais commencé à LCF dans les années 2015. J'avais commencé à LCF, j'ai travaillé là-bas au moins 2 ans, enfin, jusqu'à la fin de, de LCF jusqu'à sa fermeture. Et après, je suis monté à l'international avec la chaîne internationale Vox Africa, où j'ai eu à travailler. J'ai animé des émissions de politique et d'économie. J'ai reçu sur mon plateau toutes les sommités, en tout cas pratiquement toutes les grandes personnalités de ce pays, du moins sur le plan politique, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Diamabo, que ce soit le ministre Imouen, que ce soit le ministre Adjourovi, que ce soit, je ne sais pas, au moins, en tout cas, plusieurs ministres sont passés chez moi, les Nataba, les Aïwadans, enfin bref, eux tous les acteurs politiques clés de ce pays, je les ai pratiquement tous reçus. Bon, sauf le président Fonyassimo que je n'ai pas reçu. J'ai reçu également de grandes personnalités, un peu comme le président Javé Kofi Diondo, de Ah, Aska et de Koban, qu'on ne retrouve jamais dans les médias. bien sûr. Lorsqu'il a sorti son livre, j'étais le seul Togolais à qui il a accepté parler. Bref, je brosse un peu ce parcours-là. Maintenant, une fois que j'ai fait l'expérience de la chaîne nationale, qui était LCF, qui était la chaîne la plus suivie à l'époque, Bien sûr. ensuite de la chaîne internationale Vox Africa, il y a un constat qui a sauté à mes yeux, c'est que oui, j'ai de l'impact, je reçois des gens, je traite des sujets sensibles, politiques, économiques, c'est bien, mais seulement j'ai remarqué que je ne suis pas autant suivi par la jeunesse. Je n'ai pas assez d'impact sur le territoire national parce que je suis beaucoup plus tourné vers Bien l'international. sûr. Les gens me suivent à l'international et tout. Et je sais aussi que la frange, en tout cas la catégorie des gens qui me suivent, ce sont des intellectuels d'un certain niveau. Alors, j'ai réfléchi, je me dis, bon, où se situe la jeunesse aujourd'hui? Où sont les jeunes? Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, principalement où? Sur TikTok. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, ils veulent s'amuser un peu parce que c'est un réseau qui demande à ce qu'on s'amuse un peu. Alors, et si je quitte une chaîne internationale? Ça, c'était osé. J'ai décidé de quitter une chaîne internationale pour venir lancer un truc sur les réseaux sociaux. Et là, nous étions en janvier 2025 quand j'ai quitté là-bas. L'objectif, c'est de faire de petites capsules qui peuvent en réalité parler aux jeunes, leur résumer l'actualité politique, Voilà. sociopolitique du pays en si peu de temps, histoire d'avoir leur attention, parce que pour moi, il est fondamental, il est important que quand on est jeune, qu'on s'intéresse aux affaires politiques, Politique, etc., de son voilà. pays, parce que c'est là où les choses se passent, c'est là où notre avenir se dessine en réalité. Donc, c'est comme ça que Capture Média est né. Et Capture Média a vu le jour, je dirais, un 4 juin, un peu 2 jours avant les manifestations du 6 juin. Il faut dire que c'est un projet qui existait sur la table depuis des mois, quand j'avais quitté en janvier.
Donc, je réfléchissais quel est le bon moment de lancer. Et après, quand j'ai vu que, bon, il y avait une vague de contestation, etc., je me suis dit que c'est peut-être le bon moment parce que dans le monde des médias, il y a des moments où on a la haute saison, il y a la Voilà. basse saison. Donc, bon, j'ai été, je le dirais, smart en disant, il faut capter cette fréquence-là, lancer Capture en ce moment. Donc, allez, c'est à ce moment-là que Capture a commencé à montrer son audace en touchant du doigt un certain nombre de sujets que les gens ne touchent pas. Nous étions, sans prétention, l'un des rares médias, pour ne pas dire le seul, à aller sur le terrain, couvrir des manifestations, là où ça tirait à balles réelles, là où ça tirait les gaz lacrymogènes, là où c'était compliqué, parce que vous allez des fois sur le terrain où il y a le feu, les flammes, tout ça, les manifestants aussi veulent vous prendre la partie, parce que quand Voilà. vous venez filmer, ils estiment que soit ce sont les renseignements qui vous ont envoyés, que vous allez les filmer pour montrer leur position. Donc, il faut composer avec ça. D'un côté, et quand les forces de l'ordre aussi vous voient, parce que vous êtes en train de filmer un certain nombre d'images qu'on n'aimerait pas voir à l'international, c'est Voilà. compliqué. Voilà un peu comment Capture Média est né dans un premier temps, dans un contexte comme ça. Maintenant, le média a évolué pour devenir ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire, je vois sur les réseaux, les gens disent que c'est la voix des sans-voix. Je Bien l'ai sûr. senti dans votre Bien sûr. introduction également. J'ai senti dans votre introduction que oui, quand ça clique quelque part, nous avons l'audace d'aller vers cette D'aller. personne. Et pour conclure cette séquence-là, qui est un peu longue, là, je parle de la question à laquelle je réponds en disant que après, quand on avance, on s'est rendu compte aussi qu'il y a pratiquement un, une torpeur, un vent de silence qui souffle sur le Togo à cause du contexte politique du pays, ce qui fait que les médias voient des choses mais n'arrivent pas à en parler. Et dans ce jeu-là, ce sont les faibles, les démunis, les gens qui n'ont personne qui en payent le prix. Alors Captu s'est dit, il faut qu'on se positionne en faveur de ces gens-là, arriver à porter leur voix jusqu'à un certain niveau, histoire de redonner confiance à notre pauvre peuple pour leur dire, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Et nous sommes profondément convaincus qu'en le faisant, d'autres médias vont emboîter le pas. Voilà un peu la vision qui se cache derrière Capture Média et tout ce qui tourne autour. Euh, à quel moment vous avez compris que vous allez traiter les sujets très, très, très sensibles? Je suis à l'écoute, je suis un citoyen qui est à l'écoute de son peuple, de sa population. Puisque je vis, je suis aussi citoyen, je fais partie de la société et donc j'écoute des choses. À partir du moment où j'écoute les choses, j'écoute les plaintes des uns des autres, je me pose une question aussi simple. Bon, maintenant, telle que la situation se présente, qui s'occupe vraiment de ces gens-là? J'ai vu qu'il n'y a personne. Alors là, je me suis dit, bon, avec mon sens d'audace et de courage, il faut le dire, je suis quelqu'un par nature très audacieux. Voilà. Ah non, je suis très audacieux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis les bancs d'école. Je suis un peu, je dirais, anticonformiste. Et quand on dit tout le monde va à gauche, moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi c'est à gauche qu'on doit aller, on ne doit pas aller à droite? Alors, je commence à explorer ce qui se passe sur la droite. Pourquoi est-ce que tout le monde fuit la droite? Alors là, je me dis, quand on est sur la terre des hommes, il faut apprendre à se démarquer. Donc, Voilà. puisque tout le monde va à gauche, moi, je vais explorer la voie de Voilà. la droite pour voir ce qui se passe là-bas. Si je réussis, tant mieux. Si je ne réussis pas, bon, je vais payer le prix fort. Ce qui est sûr, j'ai quand même pris un risque assumé de ne pas faire comme monsieur tout le monde. Voilà un peu. Donc, j'aime me distinguer. J'aime prendre un chemin unique. Je suis de ceux qui estiment qu'il y a certaines personnes qui tracent les voies pour que d'autres marchent là-dessus et tout le monde suit cette voie. Et il y a par contre d'autres également qui montrent d'autres alternatives. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dites-moi, pour vous, est-ce que c'est un choix ou une responsabilité? C'est les deux à la fois. C'est à la fois un choix parce que personne ne m'a forcé à le faire. Donc c'est un choix, j'ai choisi de le faire, mais ce choix vient en réalité de ce qu'on appelle la responsabilité de ce que vous avez dit. Quand on est journaliste, quand on est un homme de médias, quand on parle de médias, dans médias, il y a la médiation qui s'y cache. Voilà. Donc le journaliste est censé être normalement le médiateur. Vous voyez? Donc, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de médiateur entre la haut et le bas à cause du contexte, eh bien, il faut quand même jouer ce rôle-là, assumer cette responsabilité de pouvoir être au service du bas peuple, toujours. Voilà un peu. Donc, ce sont les deux à la fois. Le choix et la responsabilité. Est-ce que vous doutez des fois de vos publications? Alors, j'aimerais bien que mon équipe soit ici pour répondre, mais bon, puisqu'elle n'est pas là, je vais répondre. Mais avant de répondre, je voudrais savoir ce que vous mettez dans le doute.
pour pouvoir être sûr de pouvoir bien vous répondre. Qu'est-ce que vous mettez dans le doute? C'est-à-dire, je peux mettre dans le doute la peur. Bien, je dirais que il y a certaines publications, quand on finit de les monter, je dis clairement à mon équipe, ça, c'est une bombe. Je leur dis, il y a des publications, avant que ça ne sorte consciemment, je sais que ça, là, ça va aller très loin. Et il me demande, Monsieur Roger, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, on fait rien, on balance. Est-ce qu'on a dit quelque chose de mauvais? Non. Non. Est-ce que les faits sont vérifiés? Est-ce que je peux prouver tout ça là? Je dis oui. Donc on balance. Et si quelque chose nous arrivait, ah ben voilà, donc ça doit nous arriver, c'est pour ça que c'est arrivé. Et c'est pour ça que toujours par responsabilité, à Capture Média, des sujets qui sont extrêmement sensibles ou bien trop sensibles, j'épargne le restant de l'équipe. Je leur épargne ça. Parce que je ne voudrais pas mettre la vie de l'enfant de quelqu'un en danger. Je D'accord. ne veux pas avoir à répondre à ses parents, ouais, qu'est-ce que tu as fait de ma fille, de mon fils, etc. et tout. Donc je me dis, bon, moi au moins, je sais que j'ai une vie dédiée au risque, dédiée à prendre, j'ai dédié ma vie à prendre des risques pour le bien de la société. Donc si quelque chose m'arrive, je peux assumer ça, c'est moi. C'est Donc vrai. en gros, oui, il y a des publications comme ça. Au fond, quand on analyse, on sait que ça peut attirer des ennuis, mais la force, l'envie de défendre les plus faibles, l'envie d'être utile à sa société domine en réalité la peur. Parce qu'il n'y a Voilà. aucun être sur la terre des hommes qui dira qu'il n'a pas peur. Tout le monde a peur. Et comme on le dit, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Voilà. Donc le courage, c'est justement l'aptitude à pouvoir affronter sa peur et à la dominer. Donc la peur existe en tout être humain. Même dans les Écritures, il est arrivé même à, vous me pardonnerez hein, pour cette petite séquence biblique, il est même arrivé à Jésus, qui est le Fils de Dieu, ou bien le Dieu lui-même personnifié, qui a le Saint-Esprit en lui. À un moment donné, il a vu la croix, et puis il a dit à son Père, et si on faisait autrement? Même lui, il a peur. Ah oui. Ah oui, donc tout le monde a peur. Donc c'est le courage de pouvoir dominer cette peur-là qui fait quelque part la différence. Mm. Vous avez traité plusieurs dossiers qui sont très, très, très sensibles. Mm. Mais prenons le cas de Amon et le cas de Latécopée. Comment accédez-vous à ces informations? Alors, je suis un vieux routier du journalisme. Je vais répondre comme ça. Un vieux routier dans le sens où ça fait une dizaine d'années que je suis sur le terrain. Et j'arrive à avoir accès à des dossiers sensibles et à des personnalités aussi clivantes, un peu comme Amron, parce que j'ai fait mes preuves sur le terrain. Ça fait 10 ans que je suis là. Et durant ces 10 ans, les gens me suivaient. Les gens savent que celui-là, il est comme ça. Donc, en gros, je dirais que c'est le capital confiance, la crédibilité que j'ai eu à construire sur les 10 dernières années. C'est cette crédibilité que j'ai mise au service aujourd'hui de Capture Média et de façon un peu plus générale euh, au service du peuple togolais. Donc, vous comprenez un peu, quand vous avez fait 10 ans, on vous a suivi, on sait que vous êtes crédible. On Voilà. sait que vous n'êtes pas le type de journaliste qu'on paye pour faire des magouilles, etc. Donc, quand les gens ont des choses, les gens ont confiance en vous, les gens viennent naturellement à vous. Et à part le fait que les gens viennent naturellement à nous, nous-mêmes, nous faisons des enquêtes, nous tombons sur des choses et on arrive à créer quand même la confiance entre les uns et les autres. Particulièrement Amron, je dirais que lui, il était dans le royaume des dérangés, comme lui-même il s'amuse à le dire souvent. Quand il a été arrêté, traité de fou, j'ai été le seul journaliste togolais euh, à avoir fait le choix de prendre ma plume pour écrire une lettre ouverte au président du conseil. C'était très osé. Au moment où les gens ne voulaient même pas parler de l'affaire parce qu'on savait que c'était dangereux. Donc je pense que quand il est sorti de la main de ses ravisseurs, ça lui a permis de comprendre que, ah, lui, là, il est différent des autres. C'est une question de crédibilité, de responsabilité, aussi de professionnalisme. Voilà. Donc, voilà comment j'arrive à avoir accès à ces dossiers. Il y a le temps qui a joué et au cours du temps, j'ai fait, à travers le temps, j'ai fait mes preuves. Voilà. Euh, Comment vérifier les informations avant de les diffuser? Ça demande un travail de fourmi. Ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou parce que vous devez beaucoup lire, aller aux sources d'informations, prendre énormément de temps parce que pour revenir encore à la crédibilité, quand vous savez que vous êtes crédible,
et que vous savez que vous avancez sur un territoire assez compliqué, où vous avez beaucoup de détracteurs, vous comprenez aussi que les gens vous guettent et les gens guettent la faille. Les gens attendent juste une petite erreur pour dire, ah ouais, vous voyez, tout ce qui publie n'est pas forcément vrai. Et à partir de ce moment, ils vont commencer à jeter du discrédit sur ce que vous faites. Et donc, ça fait partie de la responsabilité même du journaliste. Vous prenez une information, vous creusez, vous fouillez, vous interrogez plusieurs personnes, vous confrontez énormément de sources, vous écoutez plein de personnes, vous lisez beaucoup, et puis après, vous arrivez à distinguer l'ivraie du blé, quoi. Euh, Est-ce que vous subissez des pressions après certaines publications? Pour être honnête, je n'en subissais pas jusqu'à récemment. Et vous connaissez l'histoire. Récemment, dans le dossier de la TCOP, quand les pressions ont commencé à s'accentuer, et j'en ai parlé même officiellement, et énormément d'organisations de la société civile, de presse, l'opinion de façon générale s'est montrée solidaire à ma cause. Et toutes ces personnes et organisations m'ont défendu. C'est encore une fois l'occasion pour moi de les remercier, de les saluer. Donc, je pense que c'est naturel, hein. Quelqu'un a dit qu'un journaliste qui ne dérange pas, c'est un chien de garde. Voilà. Quand on est journaliste, on dérange forcément. Quand on est journaliste, on se fait plein d'ennemis parce que vous allez sortir un dossier aujourd'hui qui ne va pas plaire à X ou à Y. Mais c'est comme ça, c'est un choix, on n'a pas le choix. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à continuer malgré ces problèmes? Parce que actuellement, nous ne sommes pas nombreux à le faire. Même si je sais que nul n'est indispensable dans la vie et que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Pour l'instant, je suis là. J'ai encore mes facultés mentales, j'ai encore de la force physique, j'ai encore de l'énergie. Je me dis qu'il faut bien le faire. Il faut bien quelqu'un pour le faire. Et peut-être aussi, peut-être aussi que mon nom joue dans l'histoire. Peut-être que Voilà. mon nom, comme on dit en hiver, mais ben corps menti. Mon nom de famille, c'est Même Amemavo. avant. Et que l'homme ne finit jamais. Donc, à un moment Voilà. donné, je me suis dit, bon, d'accord. À partir du moment où pratiquement tout le monde s'est tu, comme Amema te Vogbere, bon, il y a un homme comme Roger Mavo qui s'est levé pour le faire. Et ben voilà. Peut-être le jour où je ne serai plus là, je suis quand même convaincu qu'il y a quelqu'un qui viendra. Ou même, je développe encore de plus en plus de conviction que pendant que je suis là, d'autres aussi vont pouvoir se lever et puis emboîter le pas et ensemble nous allons y arriver parce que il ne faut pas avoir la prétention de croire que c'est seulement Capture Média qui peut le faire. Et à cette allure, ça sera très prétentieux et c'est un appel d'ailleurs que moi je lance toujours à mes confrères journalistes. Venez, on va faire ça ensemble. Il est vrai, quand je fais des reportages, ça a de l'effet, ça a de l'impact. On va sur le terrain, on change les choses. Mais combien de reportages Capture Média seul peut faire dans une journée? À peine nous faisons 2 reportages ou au maximum 3 publications. Mais si nous étions 5 médias, et que chacun faisait au moins 3, ça veut dire qu'on pouvait régler au moins 15 problèmes dans une journée pour tout le monde, bien pour tout le Togo. Encore que ce n'est pas suffisant. Donc, le plus nous serons nombreux, le plus nous serons nombreux, le plus nous allons pouvoir, ensemble, en tant que médias, impacter la vie de nos concitoyens. C'est ma conviction. Et en toute honnêteté, je le dis encore une fois, moi, je ne suis pas dans la logique de rivalité qu'on dise, ouais, c'est Capture Seul qui fait, les autres font pas. Je voudrais que les autres viennent et qu'on fasse ensemble. Et quand on est ensemble, on fait des choses comme ça protège encore plus. Et si vous êtes seul à le faire, les détracteurs aussi continuent de réfléchir pour voir comment on éteint ça pour être tranquille. Mais quand vous devenez nombreux, vous serez alors difficile à combattre. Donc, en étant seul, je suis en danger. Donc, Pulse, venez, on va le faire. J'invite les autres aussi, venez, on va le faire On vient. ensemble. Ça va nous protéger tous ensemble. Ouais. Ok. Dites-moi, pourquoi selon vous, certains médias n'osent pas faire ce que vous êtes en train de faire? Oui, parce que de par le passé, certains ont osé le faire et se sont retrouvés en prison. Voilà. C'est un fait. Certains ont osé le faire et ils se sont retrouvés en exil. Certains ont osé le faire, ils sont morts. Certains ont osé le faire, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Certains ont osé le faire, ça leur a attiré des ennuis comme pas possible. Alors, quand on voit tous ces exemples-là, quand on réfléchit, il y a ce qui vient qu'on appelle l'autocensure.
À un moment donné, ce n'est plus personne, personne ne vous dit rien, mais vous-même, voyant les différents exemples, vous vous dites, est-ce que c'est une bonne idée? Et si je faisais ça et que je subissais aussi le sort de un tel, un tel, un tel? C'est ce qui a fait que la plupart des médias ou des journalistes se sont tus. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que je fais, non pas parce que je suis plus professionnel qu'eux, mais c'est l'autocensure. C'est une situation en toute honnêteté que je comprends aussi. Mais tout en comprenant, je ne manque aussi pas d'occasion pour leur lancer un appel pour leur dire, il y a certains métiers, quand vous les choisissez, c'est un peu comme vous devez savoir au départ le prix qui va avec et être prêt à payer ce prix. C'est un peu comme vous êtes un militaire, quoi. Quand vous avez fait l'armée, vous avez fait la formation militaire, vous êtes militaire, ça veut dire que quelque part, vous devez garder dans votre tête qu'à tout moment, vous pouvez aller à la guerre. Et que quand votre pays est agressé, vous devez le défendre. Et donc, pour vous, la mort doit faire partie normalement du contrat que vous avez signé en disant, ouais, mais je peux mourir à tout moment, je peux Voilà. tomber à tout moment. Donc, c'est l'occasion de rappeler à mes confrères journalistes, tout en rappelant encore une fois que je comprends cette prudence-là, l'autocensure et tout, mais je voudrais quand même leur rappeler aussi que, comme on dit, ni c'est de encore on savait que ça allait être comme ça. Donc, tenons bon, faisons ce que nous allons faire. Si nous mourrons alors de nobles morts. Ce qui est sûr, à un moment donné, nous allons mourir. Ça, c'est sûr. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, il faut être prêt à payer le prix. C'est ma logique. Oui. Selon vous, c'est quoi un vrai média? Un vrai média, c'est ce média-là qui arrive à avoir de l'impact, qui arrive à porter les préoccupations populaires, les préoccupations citoyennes. Ça, c'est ce que moi je dirais, peut-être parce que je suis le directeur de Capture Média. Mais dans le même temps, je reconnais qu'il y a plusieurs types de médias. Il y a des médias qui ont pour objectif de divertir. Le divertissement aussi fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire que les médias qui sont dans le divertissement, qui font la promotion de la culture, n'ont pas d'impact. Le divertissement en soi aussi contribue à l'épanouissement de l'homme. Des fois, vous avez la vie qui vous m'amène, vous êtes fatigué, tout ça, là, vous rentrez du boulot. Vous n'avez pas envie de venir sur Capture Média, quoi, parce que là, Capture va vous rappeler d'autres problèmes qui vont s'ajouter aux problèmes que vous avez déjà. Donc, en ce moment, vous pouvez tomber sur d'autres là qui vous font rigoler. Ça aussi, ça fait partie. Mais le plus important, c'est d'avoir de l'impact. Que ça soit de l'impact psychologique, que ça soit, peu importe le type d'impact. Je résumerai ça tout simplement en disant un vrai média, c'est un média qui a de l'impact, quelle que soit la ligne éditoriale. Et c'est pour ça, moi, je respecte tout ce qu'il y a comme média sur le territoire. Je respecte, j'ai un grand respect pour Pulse, j'ai un grand respect pour Riinfo, j'ai un grand respect pour Actu Lomé, j'ai un grand respect pour les autres. Des fois, je tombe sur TTV, je rigole un peu, je dis, bon, ça aussi, ça permet de casser un peu. Donc, il faut que nous sortions de ce truc-là. Des fois, je vois des gens viennent nous comparer. Non, il n'y a pas à comparer. Si on est un média, posons la question de savoir est-ce que nous avons de l'impact sur notre société? Est-ce que notre impact est réel? C'est quel type d'impact? Et puis on assume en fonction de la ligne éditoriale qu'on s'est définie. Ok. Je suis un média, je ne suis pas reconnu par la HAC. Est-ce que je suis un vrai média? Alors, je suis un média, je ne suis pas reconnu par la HAC. Est-ce que je suis un vrai média? Bon, c'est un, c'est un sujet assez complexe. Il y a ce qu'on appelle la légitimité et la légalité. Voilà. Légalement, vous n'êtes pas un vrai média. Ça, c'est légal parce que les tests disent voilà ce qu'il faut pour être un vrai média. Maintenant, légitimement, en fonction de l'impact que vous avez, naturellement, vous êtes un vrai média. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Même si ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Voilà. Vous voyez, soit vous êtes moine, soit vous ne l'êtes pas. Pareil, c'est-à-dire qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais puisque nous sommes dans une république, ce que moi je conseillerais, c'est que quand on veut être un vrai média, eh bien, on se conforme au texte du pays pour être un vrai média. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les médias de façon classique. Il y a ce qu'on appelle aussi les médias sociaux. Un média social, c'est un média aussi. Voilà pourquoi dans certains pays comme le Bénin, par exemple, ils ont essayé de fixer un quota. Ils disent, à partir du moment où vous avez jusqu'à tel nombre d'abonnés, on ne vous considère plus comme un média social. Vous devenez un média. Et je pense que la ARC ici a compris également que l'impact considérable que les médias sociaux ont aujourd'hui
On ne peut plus seulement les classer dans la logique de médias sociaux, mais il faut arriver à réguler ça. Et donc, on attend de voir, ils sont en train de travailler sur des textes, etc. et tout. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question. Ok. Les médias sans carte de presse peuvent traiter des sujets sensibles que vous traitez. Oui, les médias sans cadre de presse peuvent traiter des sujets sensibles que je traite. Il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Quand vous allez en France, aux États-Unis, c'est très bien développé. Vous pouvez traiter ça, mais vous pouvez traiter en gardant à l'esprit quelque chose d'assez fondamental. Vous pouvez traiter en gardant à l'esprit que si quelque chose vous arrive, ou dans le sens de quelqu'un se plaint de, de diffamation, ou vous commettez quelque part une faute dans le traitement de l'information, vous n'êtes pas couvert par la HAC, en tout cas par les organes qui régulent un peu les médias. Par exemple, il y a le délit de presse qui est dépénalisé au Togo et dans certains pays. C'est-à-dire que quand ma publication diffame quelqu'un, fait, enfin, blesse quelqu'un ou bien il y a une faute dedans, vous n'allez pas en prison. Vous n'allez pas en prison, c'est la qui gère ça. Donc, l'organe de régulation des médias peut vous sanctionner peut-être pour 3 mois, 6 mois, ou alors vous retirez l'accréditation provisoirement. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues. C'est un peu comme ça, soulage un peu le journaliste qui est reconnu, qui, quelque part, a fait les formalités. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette logique et que vous voulez traiter de ces questions, assurez-vous d'être le plus professionnel possible. Assurez-vous de ne pas tomber dans une erreur. Parce que quand vous tombez dans une erreur, en ce moment, c'est le code pénal en fait qui gère. Donc, vous allez vous retrouver devant le juge comme monsieur tout le monde parce que là, on ne vous reconnaît pas comme journaliste. Et à partir de ce moment, c'est, c'est bon, enfin, on va vous traiter comme monsieur tout le monde en fait. Donc, je ne conseille pas ça. D'accord. Je ne conseille pas ça. Certains vous surnomment le nouveau Ferdinand Haïté. Hmm. Que pensez-vous de cette comparaison? Je pense que c'est un costume qui est très grand. Ferdinand est un très grand journaliste, un excellent journaliste que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a laissé des traces et qui continue de laisser des traces. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, me comparer à Ferdinand, je me sens flatté. Mais je préfère dire tout simplement que Ferdinand, c'est Ferdinand, Roger, c'est Roger. On n'a pas les mêmes méthodes de travail. On n'a pas tout le temps forcément la même vision, mais je pense que nous portons quand même le même amour pour le métier, pour les populations et pour le pays. Donc, je ne sais pas sur quoi les gens se battent pour dire que je suis le nouveau Ferdinand, mais moi je suis Roger de Mavo. Ferdinand, c'est Ferdinand. Et avec tout le respect que je dois à son travail, moi aussi je suis de ceux qui suivent sa messe du dimanche. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. Vous vous considérez comme un activiste ou un journaliste? Ça, c'est une très belle question. Vous posez cette question parce que sur la place publique, il y a eu ce débat ces temps-ci. Et moi, je vous dirais aujourd'hui que les gens qui ont créé ce débat-là, eux-mêmes, ils ne croient pas que je suis un activiste. Ils savent très bien que je suis journaliste. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire un truc très simple. Exprès, je vous ai dit, au début de cet entretien, je vous ai parlé un peu de mon parcours. Et j'ai eu à travailler sur des chaînes à la fois nationales comme internationales. Et j'ai reçu un certain nombre de personnalités, et pas des moindres, au moins 4 à 5 ministres, au moins. Et j'ai reçu tous les leaders de l'opposition, pratiquement. Alors moi, aujourd'hui, ceux qui créent ce débat, moi, je veux juste leur poser une question. Quand les ministres venaient me voir au plateau sur Vox Africa, ils venaient voir un activiste ou est-ce qu'ils venaient voir un créateur de contenu? Ils venaient voir un influenceur ou un journaliste? Je pense que quand vous faites 10 ans dans un domaine, vous avez laissé des traces, c'est inutile de créer un certain nombre de débats. Ceux qui créent ces débats-là, ça, à mon avis, comme on dit en Névé-Moudiéo, quoi, ça ne leur va pas. Mais je comprends la stratégie. Des fois, lorsque vous sortez un dossier qui est chaud et qu'on n'arrive pas à vous attaquer sur le travail que vous avez fait parce qu'on sait que vous avez des arguments irréfutables et que vous allez les battre sur le terrain de l'argument, on crée d'autres débats, des faux fuyants autour de ça. Ouais, il n'est pas journaliste, ouais, c'est un créateur de contenu, ouais, il n'a pas encore. Donc, en gros, on fait ça pour noyer le vrai débat qui existe. C'est pour ça que vous allez voir que c'est la première fois, moi, je réponds à ce débat-là.
Depuis que ça a été créé, je n'ai jamais répondu parce que je sais que tout le monde sait qui je suis. Donc, je n'ai pas euh, acclamé qui je suis. Même ceux qui écrivent ça savent qui je suis. Dans leur fond intérieur, ils respectent le travail que je fais. Mais bon, il se fait que j'ai sorti un dossier et ça chauffe sur eux. Ils se défendent, tant mieux. Ok. J'ai remarqué une certaine rivalité entre les médias togolais. Pourquoi cette rivalité? Ce n'est pas mieux de nous unir pour donner un bon rendu? Vous parlez de rivalité entre quel média et quel média, par exemple? Je ne sais pas, hein? Je parle en général. Oui, j'avais déjà abordé la question de rivalité en disant que pour moi, c'est une question de ligne éditoriale. J'ai dit, vous savez, il faut tout pour faire un monde. Donc, la rivalité ne devrait pas exister. Quelle rivalité devrait y avoir entre le pied et la main? Quelle rivalité devrait y avoir entre les yeux et le nez? Quelle rivalité devrait y avoir entre la main et puis les oreilles? Non. Tous ces organes-là constituent le corps humain. Donc, nous tous, dans notre diversité, nous constituons ce qu'on appelle les médias, le quatrième pouvoir. Maintenant, nous ne faisons pas les mêmes choses. Le pied ne peut pas dire je suis plus important que la main. Les yeux ne peuvent pas dire je suis plus important que le nez. Chacun a choisi son couloir, chacun l'assume. Et je pense qu'il faut oublier ces questions de rivalité. C'est pour ça que j'ai dit au départ que je reconnais que je traite des sujets très sensibles et très sérieux chez moi. Mais des fois, les gens ont juste envie de s'éclater, de s'évader. Donc, ils ont aussi besoin de tomber sur un média qui fait dans le divertissement. Comme quoi, il faut faire tout. Il faut tout pour faire un monde. C'est ma vision et ma conviction euh, par rapport à cette affaire-là. Ok. Euh, Quand vous remarquez que vos actions, vos pas changent beaucoup de vie, comment vous vous sentez? Oh, je me sens utile. C'est un sentiment d'utilité. Je me sens utile à ma société, utile dans ce que je fais et ça me carbure. Et ça me donne encore plus de force, plus d'énergie de continuer. C'est ce sentiment d'utilité à la société, tout simplement. Ok. Dire la vérité au Togo, est-ce que pour vous c'est un problème? Je dirais oui, enfin, je dirais oui, c'est un problème parce que j'avais exprimé un peu plus tôt qu'il y a des gens qui ont dit des vérités, des choses pas du tout cool leur sont arrivées. Donc, c'est un problème. Maintenant, ne pas dire la vérité au Togo aussi, c'est un problème. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a problème. Donc, à chacun de choisir le type de problème qu'il veut. Maintenant, moi, je choisis de dire la vérité pour avoir des problèmes plutôt que de ne pas en dire parce que j'estime qu'il faut le dire. Maintenant, je reconnais aussi qu'il y a plusieurs façons de dire la vérité. Bon, euh, c'est là où il faut peut-être être un fin communicant ou communicateur pour savoir comment je fais passer la pilule. Comment je dis la vérité. Vous deux, nous deux, nous pouvons aller quelque part. On va parler de la même chose. Vous allez dire la même vérité que moi. Peut-être que vous, on va vous couper la tête, moi, on va me laisser, ou bien c'est l'inverse. Et je donnerai encore, vos téléspectateurs vont me pardonner, une autre référence biblique qui parlait d'un prophète qui s'appelle Nathan dans la Bible, qui est venu voir le prophète David. À l'époque, David avait pris la femme d'Uri, Bathsheba. Et il lui a dit, mon roi, vous savez, il lui a parlé en parabole. Il y a un homme, je vais caricaturer, hein, qui a plusieurs bœufs, etc. Ça, le monsieur a plusieurs bœufs, par exemple, le monsieur a 1000 bœufs, ça va chez lui, la vie est belle. Et puis ce monsieur-là prend le bœuf de quelqu'un d'autre et assassine la personne. Je caricature. Et le roi dit, c'est pas possible. Qui a osé faire ça? Dans mon royaume, il a dit oui. C'est là où le prophète lui a dit qu'en fait, celui-là qui a pris le bœuf, qui a 1000 bœufs, mais qui a pris le bœuf de l'autre, c'est vous. Parce que vous avez pris la femme du riz, Bathsheba. Donc au départ, il ne savait pas qu'on lui parlait de lui, de lui-même. Mais la personne est passée par des méthodes douces et lui-même, il a condamné l'acte avant de se rendre compte que c'est de lui qu'il s'agit. Premier exemple. Il y a un autre exemple. Lui, il s'appelle Jean-Baptiste, celui à qui on a coupé la tête dans la Bible. Lui, il a été frontal, il a dit au roi, tu as pris la femme de ton frère, machin, etc. Tu n'as pas le droit, on l'a mis en prison et après on lui a coupé la tête. Quand vous étudiez ces deux histoires, vous vous rendez compte que les deux ont fait des reproches au roi. Il y a quelqu'un à qui on a coupé la tête
L'autre à qui on a dit, ah, désolé, j'avais pas compris ça comme ça. Donc, dire la vérité, c'est vrai, mais il faut réfléchir aussi à comment on dit la vérité, comment on présente les faits pour ne pas s'attirer des ennuis. Et ça, c'est de l'art, j'avoue. Ok. Euh, alors, Monsieur Roger Amemavo, êtes-vous un héros ou juste un homme qui refuse de se taire? Je suis juste un homme qui refuse de se taire devant l'injustice, devant le mensonge. Je suis pas un héros. Non, je suis pas un héros. Ok. On dit souvent, la tâche d'un leader, c'est d'amener son peuple de là où il est à là où il n'est pas encore allé. Alors, si vous avez un message à passer à la jeunesse togolaise, vous pouvez regarder la caméra Hmm. et leur passer, bon, et nous passer le message. J'en fais partie aussi. Alors, je veux dire à la jeunesse togolaise que si je suis encore au Togo, c'est parce que je crois au Togo. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que je fais partie, je le dis toujours, de ceux qui ont l'opportunité de quitter ce pays. Mais je reste profondément convaincu qu'un autre Togo est possible. Un autre Togo est possible si nous nous engageons tous. Si chacun à son niveau se lève en disant il faut que je fasse ma part. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord y croire. Il faut croire au Togo. Oui, je sais que ça va choquer certaines personnes, mais il faut y croire. Même si nous avons envie de tous partir, nous ne partirons pas tous. Donc nous sommes quelque part condamnés à rester ici, en tout cas pour la plupart. Donc nous sommes obligés d'y croire. Et en y croyant, nous sommes obligés d'y travailler. Et en y travaillant, je pense que nous allons pouvoir transformer ce pays, chacun à son niveau d'une façon ou d'une autre. On ne va pas transformer le pays, peut-être que ça ne va pas devenir, ça va pas ressembler ce à quoi on voudrait sur le coup, mais je reste profondément convaincu que lentement mais sûrement, on peut chacun à son niveau apporter quelque chose pour le changement de notre très cher beau pays de Togo. Alors, chers internautes, je vous espère en forme. Et voilà, nous sommes à la fin de notre belle émission avec Monsieur Roger Amemabo. Ciao!